Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Suite de Soins, coordinateur de soins à domicile spécialisé en plaie cicatrisation. Je suis Géraldine Suchet, infirmière spécialisée en plaie cicatrisation, DU plaie cicatrisation et DU ESCAR et plaie chronique apparentée. Je suis animatrice et formatrice au sein du réseau Suite de Soins et aujourd'hui, on vous propose un webinaire sur la cicatrisation et dénutrition. Et c'est donc pas moi qui vais l'animer, mais ça va être Cécile Collonges-Février qui va l'animer, la diététicienne des réseaux Suite de Soins et Studio Santé. Donc, je vous laisse avec elle. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. N'hésitez pas à le faire. Je les prendrai en compte et je les donnerai à Cécile à la fin de la session pour qu'elle puisse y répondre. Voilà, bon webinaire à tous. Je te laisse la parole, Cécile. À tout à l'heure. Merci Géraldine, bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Collonges-Février. Je vais vous présenter la cicatrisation et la dénutrition. Ça fait une vingtaine d'années que je suis diététicienne spécialisée dans la dénutrition. J'ai vu que très peu d'évolution, voire pas du tout sur toutes ces années quant à cette prise en charge. Donc, informer le plus de monde possible, ça me paraît être quelque chose d'essentiel. Donc, cette lutte contre la dénutrition a été depuis 4 ans, 5 ans, mis parmi les objectifs du plan national nutrition santé par le Haut Conseil pour la santé publique. Donc, l'objectif numéro 4 de ce PNNS 4, c'était la réduction de la prévalence des pathologies nutritionnelles dont la dénutrition faisait partie. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous concocter pour le PNNS 5, mais en tout cas, ça a été vraiment un objectif, quelque chose de très important. Et il y a eu par le collectif de lutte contre la dénutrition la mise en place grâce au financement du PNNS, entre autres, de la semaine de la dénutrition qui a lieu maintenant toutes les années vers novembre, novembre, début décembre. Donc, ça a réuni beaucoup d'actions tout autour de la dénutrition en France, dans les différents secteurs qui peuvent être touchés. Le professeur Éric Fontaine, qui est président de ce collectif de lutte contre la dénutrition, nous dit qu'aujourd'hui, dans un pays d'abondance comme la France, la dénutrition tue. On dispose dans l'absolu de tous les savoirs et de toutes les solutions pour empêcher cela, mais rien ou trop peu n'est fait, faute de moyens et de prise de conscience. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important de noter que la dénutrition tue. C'est une maladie en soi, à la rigueur, qu'il faut prendre en charge de manière spécifique. Et pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle tue de manière beaucoup plus rapide même que toutes les pathologies qui vont être associées. Donc, nous, là, notre sujet, c'est donc la cicatrisation, la dénutrition et la cicatrisation. Par rapport à cela, je voudrais juste spécifier que je vais parler des plaies chroniques. Enfin, je ne vais pas parler des plaies, mais de lien dénutrition et plaies chroniques. D'accord? Donc, avec un délai de cicatrisation qui est allongé, 4 à 6 semaines d'évolution minimum, et ça peut être divers et varié, les ulcères, les escarres, les plaies du diabétique, des mognons d'amputation, diverses plaies, en tout cas, vraiment les plaies chroniques, d'accord? Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la dénutrition? C'est la première chose qui est importante à savoir. Donc, la dénutrition, selon l'HAS, c'est la dernière définition qui a été validée, actée, d'accord, qui date de novembre 2019. C'est l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel. Donc, ce déséquilibre, il va provoquer une perte de poids. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un bilan énergétique et ou protéique négatif. Donc, soit par la diminution des apports, soit par l'augmentation des besoins, ou les deux en même temps.
D'accord? Donc, à ce moment-là, on a diminution des apports, augmentation des dépenses ou des pertes protéiques, et du coup, on a déséquilibre de notre bilan énergétique. Et là, on va avoir toutes les causes néfastes de la dénutrition, les conséquences néfastes de la dénutrition. Donc, ces conséquences, c'est les infections, les risques de chute, la fonte de la masse musculaire, même un ralentissement psychique et relationnel peuvent être causés par la dénutrition, d'accord? Altération de différentes fonctions physiologiques essentielles, des fonctions musculaires, immunitaires, de cicatrisation, d'accord? Qui peuvent aller jusqu'au décès quand on perd plus de 50% de notre masse protéique, de notre masse musculaire, d'accord? Donc, ça commence par des petits signes, on va dire, qui n'alertent pas forcément et qui peuvent amener à quelque chose d'assez grave et irrémédiable. Pourquoi est-ce que la dénutrition est devenue un enjeu public, un enjeu de santé publique? Parce qu'elle touche plus de 2 millions de personnes. Et encore, ces chiffres commencent à dater un petit peu, mais on n'a pas refait de tour voilà, bien précis. En tout cas, en France, on est à peu près à ces chiffres-là. Un enfant hospitalisé sur 10, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose aussi dont on parle peu. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. Et un quart des personnes de plus de 70 ans qui vivent seules sont dénutries à domicile. D'accord? Donc, c'est un problème qui touche énormément de monde et, comme on va le voir plus tard, qui n'est pas forcément pris en considération, tout simplement parce que la perte de poids n'est pas vécue comme quelque chose de négatif à l'heure actuelle, en France comme ailleurs. Au contraire, perdre du poids, c'est positif. Donc, pourquoi est-ce que ça va poser un problème au moment de la cicatrisation? Quand on est dans une phase de cicatrisation, on a notre lésion traumatique qui va entraîner une cascade de réactions biologiques dont le but est de réparer les tissus endommagés. D'accord? On va avoir une accumulation de collagène et une formation de cicatrices. Si on a un problème de dénutrition qui arrive à n'importe quel stade de cette cascade de réactions biologiques, ça va couper l'effet de la cicatrisation et ça va retarder cette cicatrisation. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène, on va dire, qui a été vraiment très bien décrit dans la littérature. Il y a plusieurs études menées chez des patients dénutris avec amputation qui ont montré une morbidité post-opératoire beaucoup plus importante, des retards de cicatrisation, des surinfections beaucoup plus fréquentes que chez les patients non dénutris. D'accord? La dénutrition va favoriser le lâchage des sutures et la malnutrition aiguë ou chronique va ralentir la cicatrisation. D'accord? Donc, tout ça, c'est très bien documenté. Je vais vous montrer juste 3 études pour étayer tout ça que vous pourrez retrouver en regardant le replay ou après, sinon vous notez les références et vous retrouverez ces études. Alors, ces études sont en anglais, mais la première étude, elle explique que le besoin énergétique accru pour la reconstruction cellulaire va puiser dans les réserves énergétiques et protéiques de l'organisme. Un patient dénutri n'a pas ces réserves. Donc, chez les personnes âgées, chez les personnes qui subissent un stress métabolique, comme après une opération ou un traumatisme, eh ben, on va avoir des réserves qui vont être beaucoup moins importantes. Et ce besoin énergétique accru pour la reconstruction cellulaire, il va être impossible à combler. Une deuxième étude montre que la dénutrition augmente le taux d'infection, les plaies chroniques, et c'est une cause significative de morbidité et de mortalité. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, c'est une étude qui date de 2010, d'accord? Elle n'est pas toute récente, mais elle n'est pas non plus extrêmement
extrêmement vieille, qui est quand même assez flippante de se dire que cette dénutrition va augmenter et le taux d'infection et les plaies chroniques qui sont cause de mortalité. Dernière petite étude, donc celle-là, enfin, c'est une grosse étude plutôt, hein, qui est assez récente, 2019, qui montre qu'un bon état nutritionnel est important à chaque phase de la cicatrisation. Donc, ils ont montré dans cette étude, pour chaque phase, qu'est-ce qui était prédominant, qu'est-ce qui était le plus important. Donc, dans la phase de saignement, le bon état général, on va dire, nutritionnel général est très important, est indispensable. Pendant la phase inflammatoire, ça va plutôt être la vitamine A qui va améliorer la libération des cytokines, les acides aminés qui vont diminuer les problèmes inflammatoires, alors que la vitamine C, elle va améliorer les défenses immunitaires. Donc finalement, chaque vitamine va avoir son rôle à jouer, chaque acide aminé, voilà, on va pouvoir détailler ça. Pendant la phase de prolifération, de migration, là, c'est la vitamine C qui va être indispensable à la synthèse de collagène. La vitamine A, elle agit au niveau de la différenciation des cellules épithéliales. Et puis le zinc, par exemple, est indispensable à la synthèse protéique. C'est à ce moment-là qu'il va rentrer en compte. Et pendant la phase de maturation, ça va être les acides aminés, les protéines d'une manière générale, qui jouent un rôle clé dans la stabilisation de la cicatrisation. Donc, il est très important pour cela que nos patients aient une alimentation équilibrée tout au long de la prise en charge et enrichie en énergie et en protéines. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué pour des patients qui sont parfois déjà dénutris avant, voire qui mangent moins à cause de leurs problèmes sur le moment. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre organisme au moment de la cicatrisation? On a un hypercatabolisme, d'accord? On va vouloir aller cicatriser tout ça, réparer le problème. Donc, une augmentation de la dépense énergétique et on va mobiliser les réserves nutritionnelles de l'organisme. Donc, on va aller puiser des protéines dans la masse musculaire, d'accord? Ça va être la protéolyse. On va aller puiser les glucides, donc on va diminuer la sécrétion d'insuline pour qu'on puisse faire sortir les glucides des cellules et pouvoir les amener là où on en a besoin au lieu de la cicatrisation. Et puis pareil pour les lipides, quand on en a besoin pour la reconstruction des cellules, pour l'apport énergétique, la lipolyse va nous permettre d'aller chercher les lipides dont on a besoin. Plus la lésion est importante et plus le processus sera intense. D'accord? Donc, on va avoir un besoin beaucoup plus élevé quand on aura une escarre, une plaie beaucoup plus large que quand on a une petite coupure au bout du doigt. Hein. C'est logique, mais c'est important aussi de bien s'en souvenir quand on prend en charge des patients. Plus la plaie est étendue et plus le besoin protéique va être important. Surtout par rapport à les escarres, par exemple, où à l'intérieur même de l'escarre, il va y avoir une fuite de liquide et une fuite de protéines. Donc tout ça, ça va nous amener à augmenter notre besoin en protéines. Les protéines, elles servent à la reconstruction cellulaire, d'accord ? Donc, les protéines dans notre organisme, c'est comme les briques d'une maison dans le mur, pour fabriquer les murs d'une maison, d'accord? Et puis, pour que ce mur y tienne, pour que nos briques elles tiennent les unes accolées aux autres, il nous faut du mortier. Notre mortier, ça va être l'apport énergétique, les glucides et les lipides. Donc là, les protéines, c'est vraiment l'essence même de nos cellules, d'accord? C'est le cœur même des cellules. Donc, le déficit en protéines, donc en acides aminés, va provoquer un retard de cicatrisation.
une diminution des capacités de synthèse et de prolifération cellulaire, une diminution de la synthèse protéique. Donc tout ça, ça va empêcher la cicatrisation. Par contre, l'apport en protéines va permettre de ralentir l'hypercatabolisme. Donc ça, pareil, hein, c'est des phénomènes qui sont prouvés scientifiquement. On va pouvoir compenser les pertes azotées, favoriser la régénération cellulaire et améliorer les fonctions immunitaires. Donc, on voit bien que quand on regarde cette liste-là, les protéines sont absolument indispensables. Quelques acides aminés, donc les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines, hein, quelques acides aminés qui sont indispensables à cette cicatrisation. Je ne dis pas forcément essentiels parce que ça a une autre signification, mais je ne vais pas repartir sur toute l'explication de la nutrition. En tout cas, quelques acides aminés qui sont très importants au niveau de la cicatrisation. Vous avez la glutamine, qui est le substrat des cellules à renouvellement rapide, l'arginine, qui facilite la synthèse du collagène, l'alpha-cétoglutarate d'ornithine, qui va être le précurseur et de l'arginine et de la glutamine, donc voilà, qui est également indispensable, et puis la proline, qui participe à la synthèse des protéines fibreuses et des tissus conjonctifs. Donc là, vous voyez qu'avec ces acides aminés-là, c'est ceux qu'on va choisir de manière préférentielle pour aller aider à cette cicatrisation quand on va enrichir les compléments nutritionnels oraux, par exemple, de certains acides aminés pour favoriser cette cicatrisation. On va choisir ces acides aminés-là. Les glucides, comme je vous l'ai dit, ils sont indispensables pour la source énergétique qu'ils apportent. D'accord? Donc, s'il y a des apports insuffisants, le catabolisme protéique va être augmenté. Pourquoi? Pour apporter du carburant. Donc, finalement, on va se mettre à transformer les protéines en sucre pour pouvoir apporter du sucre à notre reconstitution cellulaire, d'accord? Et du coup, il y aura moins de protéines. C'est un cercle vicieux, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc, il faut qu'on apporte suffisamment d'énergie pour assimiler ces protéines, pour pouvoir les utiliser. Dans quel cas, on va tourner en rond et ne pas pouvoir utiliser correctement nos protéines. Donc, encore une fois, plus les plaies sont étendues, plus la dépense énergétique sera importante. Donc, il est très important que nos patients aient un équilibre nutritionnel entre un apport protéique augmenté et un apport énergétique également augmenté. Donc, les lipides servent également à cet apport énergétique, hein, un apport pour assimiler les autres nutriments, mais également, ils sont extrêmement utiles, certains d'entre eux surtout, comme les acides gras polyinsaturés. Donc, l'acide linoléique, c'est celui qui va être le plus important, qui va, s'il y a un déficit de ces acides gras-là, perturbation de la formation des membranes cellulaires, retard de cicatrisation également, et une altération de la qualité de la peau. Donc, tous ces acides gras-là vont être également indispensables à la cicatrisation. Ils sont utilisés comme substrat énergétique pour éviter le catabolisme protéique, d'accord? Pour que les protéines ne servent vraiment que à la fabrication de cellules et pas du tout pour l'apport énergétique. Donc, voilà, c'est quelque chose de très important. Quelques sources alimentaires de cet acide gras polyinsaturé qui est l'acide linoléique. Par exemple, les huiles de pépins de raisin, de tournesol, de noix, de soja, d'arachide, de sésame. Toutes ces huiles-là sont très riches en acide linoléique. Des graines, le tournesol, toutes les graines qui servent à fabriquer ces huiles. Et puis les oléagineux, les noix de pécan, les pistaches, les pignons, voilà. Donc tout ça, ça va être très important d'apporter ça aussi dans l'alimentation des patients. Qu'est-ce qui se passe malheureusement quand on a une dénutrition pendant l'anabolisme? Eh bien, c'est exactement ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que les protéines
au lieu d'être utilisées pour la cicatrisation, eh bien, elles vont être déviées pour l'état nutritionnel général de notre patient. Donc, la plaie, elle va commencer à perdre sa priorité biologique par rapport au métabolisme général. On va dire, OK, c'est bien sympa, il faut cicatriser, on est bien d'accord, mais on ne peut plus donner autant d'énergie parce qu'on n'en a pas. Donc, il va falloir qu'on nourrisse le cerveau, le cœur, les organes vitaux. Donc là, la plaie, on ne peut plus s'en occuper en fait. Donc, on va détourner les nutriments énergétiques de la plaie pour pouvoir aller vers les organes vitaux. D'accord? Donc ça, c'est par des systèmes hormonaux, hein, mais cet état nutritionnel et s'il y a en plus un jeûne ou une diminution des apports, eh bien à ce moment-là, ça va être catastrophique pour la cicatrisation qui ne pourra plus se faire parce que vraiment, l'organisme va tout recentrer sur les organes vitaux. La dénutrition maintenant, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour dépister cette dénutrition? Donc, on a des recommandations qui sont toutes nouvelles. Enfin bon, maintenant, elles ne sont plus très nouvelles parce que ça fait bientôt 4 ans, mais elles datent de novembre 2019. On les a attendues très longtemps, donc on est très content qu'elles soient arrivées. Et ces dernières recommandations donc, faites par l'HAS, c'est que ce dépistage de la dénutrition doit se faire en 2 temps. D'abord le diagnostic, ensuite la détermination du degré de sévérité. Donc, toutes les personnes qui travaillent autour des patients doivent impérativement connaître ces critères pour diagnostiquer, pour dépister la dénutrition, pour pouvoir prendre en charge les patients le plus rapidement possible. Donc, pour ce diagnostic, d'abord, il faut qu'il y ait un critère phénotypique plus un critère étiologique, parmi 3 critères que je vais vous détailler. Donc d'abord, on va prendre en compte les critères phénotypiques. Donc le critère phénotypique, c'est ce qui est propre au patient, d'accord? Ce n'est pas son environnement, ce n'est pas ce qu'il mange, c'est lui-même. Donc la perte de poids, 5% de perte de poids en 1 mois. Donc ça, réfléchissez 2 petites secondes à ça, 5% de perte de poids en 1 mois. Quelqu'un qui fait 60 kilos, ça veut dire qu'il perd 3 kilos en 1 mois. Malheureusement, personne ne s'inquiète quand un patient perd 3 kilos en 1 mois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la perte de poids est vécue comme quelque chose de pas du tout dramatique. Donc cette perte de poids qui est relativement faible, amène quand même à un diagnostic de la dénutrition. D'accord? Ou alors une perte de poids de 10% en 6 mois. Donc toujours pareil, 60 kg, 6 kg en 6 mois. On commence peut-être à se poser des questions, mais ça dépend d'où on part. Et puis, quelque chose de très important, c'est 10% par rapport au poids habituel avant le début de la pathologie. C'est-à-dire que si on est sur là une phase, il y a depuis 3 mois de stabilisation, notre patient il est toujours à 50 kg, mais en fait, son poids de forme, il y a 1 an de ça, c'était 70 kg, bah, là, ça fait une perte de 20 kg. Et là, du coup, on est dans le critère phénotypique pour le diagnostic de la dénutrition. Si on n'a pas de perte de poids, on peut également regarder l'indice de masse corporelle. Donc, c'est le poids divisé par la taille au carré. S'il est trop faible, c'est jamais bon. Donc, en dessous de 18,5 pour une personne adulte, c'est un critère de diagnostic de la dénutrition, un critère phénotypique, et en dessous de 22 pour les personnes âgées. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. Une personne âgée ne doit pas du tout avoir un indice de masse corporelle trop bas. Et le 3e critère, c'est la réduction quantifiée de la masse musculaire ou de la fonction musculaire. Donc là, on la mesure grâce aux petits outils dont je vous ai mis la photo en au-dessus. C'est les N-grip. Donc, ça va être inférieur à 26, c'est un dynamomètre. On presse avec la main. Et inférieur à 26 pour un homme ou 16 pour une femme, c'est un critère de diagnostic de la dénutrition. Donc, un critère phénotypique. Donc, si on en a 1, 2, 3, on a déjà fait la moitié du chemin. Ensuite, je vous ai mis sur cette diapo que pour les personnes âgées, il fallait une sarcopénie confirmée.
à la place de la réduction quantifiée de la masse musculaire. Donc, la sarcopénie confirmée, c'est une réduction de la force et de la masse musculaire. Donc, on retrouve les mêmes chiffres pour la force musculaire, la force de préhension ou les 5 levées de chaise. Et pour la réduction de la masse musculaire, à ce moment-là, on utilise des méthodes comme le DEXA ou la bioimpédancemétrie pour évaluer cette masse musculaire. Donc ça, c'est plus spécifique pour les personnes âgées. Donc ça, ce sont les critères phénotypiques. Maintenant, les critères étiologiques. Vous avez 3 critères, toujours pareil, un seul suffit. Réduction de la prise alimentaire, diminution de 50% pendant plus d'une semaine, ou toute réduction des apports pendant plus de 2 semaines par rapport à la consommation habituelle. Ou alors une absorption réduite, ou alors une situation d'agression, pathologie aiguë, chronique évolutive ou maligne. Donc, quand on a nos patients avec nos plaies chroniques qui ne guérissent pas, ils l'ont directement, le critère étiologique. Donc, si vous avez un patient qui a une plaie chronique et que, en plus, vous avez une perte de poids de 5% en un mois, vous avez votre patient qui est dénutri. Vous pouvez savoir qu'il est dénutri. Maintenant, la question, c'est quel est son niveau de sévérité de cette dénutrition. Donc là, pour les personnes âgées, ça va être un tout petit peu plus sévère, on va dire, que pour les adultes. Mais on retrouve les mêmes chiffres. Pour la dénutrition modérée, on est entre 5 et 10% en un mois, 10 à 15% en 6 mois, ou par rapport au poids habituel. Et on a une dénutrition sévère si on a plus de 10% de perte de poids en un mois, plus de 15% de perte de poids en 6 mois, ou par rapport au poids habituel. Donc, c'est vraiment ces fourchettes-là qui vont être importantes à savoir pour savoir le degré de sévérité de la dénutrition. Après, on a l'indice de masse corporelle. S'il est en dessous de 22 ou en dessous de 20, là, on a une dénutrition sévère. Et l'albuminémie arrive en ligne de compte là, à ce niveau-là, seulement en gros si on ne peut pas trouver avec le poids. Pour les adultes, ça va être les mêmes chiffres pour la perte de poids. Par contre, l'indice de masse corporelle, on admet 18,5 et 17 pour une dénutrition sévère. Maintenant, quelle va être la prise en charge? Donc, c'est un arbre décisionnel qui est un petit peu plus complexe, mais qui signifie simplement qu'à partir de la dénutrition modérée, on va se poser la question de savoir combien notre patient consomme per os. S'il est à plus de 2/3 de ses besoins, à ce moment-là, on peut le diriger vers une alimentation enrichie. Et puis, si on voit qu'il y a une perte de poids, qu'on n'arrive pas à combler les besoins, à ce moment-là, les indications, c'est de passer par une nutrition artificielle, entérale ou parentérale, en fonction du tube digestif. Et si on a affaire à un patient qui est en dénutrition sévère, directement, la nutrition artificielle, on sait que les compléments oraux ne suffiront pas. Par contre, du moment que notre patient mange encore, il est très important de passer par un enrichissement de l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de primordial, de toujours penser que le peu qu'il mange, il faut que ce soit du plaisir, mais enrichi si possible, d'accord? Moi, je dis souvent à mes patients, vous prenez la liste des aliments interdits avant l'été pour les femmes qui veulent perdre du poids et vous mangez tout ce que vous voulez là-dedans. Donc, toutes les pâtes à tartiner, le beurre, les crèmes, le fromage, tout ce que vous voulez, il faut manger, il faut se nourrir, il faut augmenter ses apports énergétiques. En complément, on peut avoir une complémentation orale, donc avec des produits plus ou moins spécifiques. Hein, je vous ai mis quatre exemples. Il existe des gâteaux, il existe voilà, des formes très variées. Donc, c'est très intéressant aussi pour les patients de varier les goûts, de varier les textures, de varier les parfums, que ce soit du produit lacté, des boissons juicy, voilà, ce genre de choses. Mais vous avez certains produits qui vont être spécifiques pour la cicatrisation, qui vont être justement enrichis en arginine ou en proline, comme le Cubitan et le Clinutren Repair, qui vont être spécifiques pour les escarres. Et à ce moment-là,
on va privilégier ces produits-là qui ont moins de parfums disponibles. C'est vraiment à prendre comme un médicament finalement, ces compléments oraux. Et si on a un échec, on passe à de la nutrition artificielle. On n'oublie pas l'hydratation. L'hydratation est indispensable pour l'acheminement des nutriments, d'accord? Donc, vous savez, pour les signes de la déshydratation, le pli cutané, enfin voilà, vous avez des petits signes comme ça. Mais souvent, c'est quelque chose qu'on oublie, on passe à côté de cette hydratation. Et si on n'a pas suffisamment d'eau dans l'organisme, on ne va pas pouvoir acheminer les nutriments jusqu'à la plaie, jusqu'au site où on a vraiment besoin de nos nutriments et de cette cicatrisation. Donc, il faut vraiment que ce soit un tout. Et parfois, quand on n'arrive pas à ce que le patient boive suffisamment, s'il n'a pas encore de nutrition artificielle, si on a de la nutrition entérale, on peut mettre une poche en plus, ça va être simple. Si on n'a pas ça, c'est important de passer par une hydratation en perf, cutanée ou voilà. Bien, écoutez, j'ai fait le tour à peu près assez rapidement de cette dénutrition. Je vous remercie de votre attention. On va voir s'il y a quelques questions. En tout cas, c'est un sujet qui est très vaste et qui va être certainement étudié lors du prochain congrès des JFN qui aura lieu à Marseille. Donc voilà, si jamais il y en a que ça intéresse, c'est sympa, Marseille en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Écoute, je pense que c'est très, très clair. Merci. Et je pense que c'est très, très clair. Il y a une seule question, Sophie, qui voudrait bien que tu reviennes sur le dernier critère étiologique, s'il te plaît. Alors, le dernier critère étiologique, c'est… Attends, où est-ce qu'on en est? Étiologique, là. Tac, tac, tac. Voilà, ce sera plus clair si j'arrive à le remettre. Les situations d'agression. Donc, c'est toute pathologie, en fait. Hein. On ne spécifie pas. Donc, ça va être… Dans l'étiologie, c'est tout ce qui est autour de notre patient, donc tout ce qui va avoir un impact sur notre patient. Donc, la réduction de la prise alimentaire, des problèmes d'absorption, malabsorption, maldigestion, c'est souvent lié aux pathologies. Ça peut être lié à des diarrhées, à des nausées, à des vomissements, voilà. Et puis après, les situations d'agression qui ont un hypercatabolisme avec ou sans syndrome inflammatoire, ça peut être toutes les pathologies, mais vraiment toutes… ça peut être de la plaie jusqu'au cancer, en passant par des problèmes d'inflammation, des problèmes d'infection, même virales. Voilà, il y a eu des conseils spécifiques pendant le Covid, typiquement, parce que justement, ça avait des incidences néfastes pour nos patients. Donc, voilà, c'est d'une manière générale. Alors, ok, merci. Alors, je suis désolée, lors d'un dernier webinaire, j'ai aussi eu un problème de caméra. Vous ne me voyez plus. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Du coup, il y a une autre question qui est tombée de Cécile. Que penses-tu de l'impédancemétrie? Oui, voilà. Alors, l'impédancemétrie. Moi, je travaille chez Studio Santé. Donc, je travaille au domicile des patients. Et au domicile, l'impédancemétrie, c'est pas possible. C'est vraiment quelque chose de trop technique, de trop spécifique. J'essaierai de vous mettre, je vais voir avec Géraldine s'il est possible que je rajoute des documents sur YouTube. Je ne sais pas comment vous faire passer des documents, mais sinon, il faut aller sur le site de la SFMCM et dans les recommandations de l'HAS, il y a des recommandations spécifiques pour la bioimpédancemétrie. Et cette bioimpédancemétrie, donc, il montre vraiment, déjà, il faut que le patient soit allongé, il faut que ce soit des machines qui soient toujours contrôlées, toujours, voilà. Elles doivent être positionnées à des endroits bien spécifiques, les électrodes, pour que le flux électrique passe. C'est un flux électrique, donc il faut faire attention quand même au côté pacemaker, enfin voilà, s'il y a ce genre de matériel à l'intérieur du patient, on va éviter l'impédancemétrie.
Et si toutes ces conditions ne sont pas réunies, on ne va pas pouvoir le faire d'une manière efficace. Donc voilà, ils ont étudié différentes outils, hein, pour le faire, et finalement, c'est les machines qu'ils ont à l'hôpital qui sont les seules sur lesquelles on puisse vraiment compter. Donc, si on respecte tout ça, on peut la faire. Par contre, l'impédance-métrie sur une balance, sur un pèse-personne à la maison qu'on a acheté dans une grande surface, non, ça ne sert à rien. Il ne faut pas investir là-dedans. Ce n'est pas efficace. Et en plus, il faut que ce soit fait par des personnes qui sachent le faire, parce que si on a des problèmes d'œdème, des problèmes d'acide, tout ça, ça va fausser les résultats. Pour des patients trop secs, justement, ce qui peut être le problème de nos patients dénutris, eh ben, ça va être la même chose. Vu qu'on aura un compartiment d'eau qui va être perturbé, eh ben, finalement, le flux électrique, étant donné qu'il passe par l'eau, enfin, l'eau est conductrice, eh ben, du coup, ça va poser problème. Donc, voilà, l'impédance métrice, c'est très bien quand c'est structuré, quand c'est bien structuré. Ok, bah écoute, merci pour ta réponse. J'ai pas d'autres questions. Donc, on a dépassé un petit peu, hein, désolé, mais j'espère que ça a été intéressant pour vous et que vous avez appris des choses. Vous retrouverez le replay de ce webinaire sur YouTube, sur notre chaîne Suite de soins. N'hésitez pas à vous abonner et à voir, il y en a une petite vingtaine maintenant, hein, de webinaires Suite de soins. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et puis, normalement, le prochain webinaire Suite de soins sera de nouveau avec le docteur Al-Saman, que vous avez déjà vu lors de précédents webinaires au mois de mai. Voilà, vous aurez les informations en temps voulu. Merci encore Cécile, au Merci. revoir. Merci à tous pour votre attention et écoute et bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir.